Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur un sujet paranormal. On va parler d'apparitions, de choses incroyables. Et le premier sujet que je vous ai préparé, c'est la première apparition à Rainham Hall. Il s'agit de Brown Lady, qui est un fantôme qui aurait été vu à plusieurs reprises en Angleterre, à Rainham Hall. La bâtisse est debout depuis le XVIIe siècle et elle appartient toujours à la famille Towson. L'histoire de la légende de Brown Lady débute en 1835 lorsque Lord Charles donne une soirée et convie des invités dans sa demeure, et parmi les invités, on compte le colonel Loftus. C'est en se promenant dans sa chambre pendant la nuit qu'il va apercevoir une forme étrange devant lui, et cette forme disparaît avant qu'il n'ait eu le temps d'identifier ce qu'elle pouvait être. Et c'est la semaine qui suit que la forme refait son apparition. Et alors, Loftus est alors accompagné d'un dénommé Hawkins. Ce soir-là, une disparition approximative est donnée. Donc cette description, elle est comme suivante. C'est une femme en robe de satin marron, dont le visage semble luire et faisant ressortir des orbites noires. C'est de cette description que découle une peinture faite par un artiste dont on ignore le nom et qui termine accrochée dans une chambre que la forme, que l'on peut appeler même fantôme, fréquente. Je vous montrerai une photo d'ailleurs. La seconde apparition, quelques années passent avant que l'événement suivant ne se reproduise, et c'est le capitaine Frédéric Marryat, un proche de l'écrivain Charles Dickens, qui commente la prochaine apparition du fantôme, mais pas le premier soir passé dans la chambre en question. En effet, ce soir-là, il a beau observer très attentivement le portrait présumé du fantôme, rien ne se passe. Il faut donc patienter quelques soirs plus tard avant qu'il parle du revolver qu'il garde sur lui, exprimant qu'il est réservé pour celle que l'on nomme à présent Brown Lady, au cas où elle reviendrait. C'est en revenant dans sa chambre avec Hawkins qu'une forme apparaît alors, descendant les escaliers et allant dans leur direction. Ils avaient une lampe à la main. Marryat reconnaît instantanément la femme qu'il a devant lui comme étant le modèle du portrait accroché dans sa chambre. Les deux hommes se cachent afin de pouvoir observer le fantôme, et il en ressort la description d'une femme portant effectivement une robe marron. Ils décrivent également son regard ô combien diabolique au moment où elle les aperçoit. Marryat repense alors à son revolver et décide de tirer sur Brown Lady. Mais la balle passe à travers, bien évidemment, c'est logique, puisqu'il s'agit d'un fantôme. Cependant, Brown Lady disparaît. Ce ne serait qu'en 1926 qu'une photo de Brown Lady est prise par le capitaine Provant et son assistant. À la base, il ne faisait que de photographier le hall de la demeure pour un magazine du nom de Country Life. Et en prenant une première photo, Shira, donc l'assistant, aperçoit une ombre fantomatique. C'est alors que Provant a juste le temps de prendre une seconde photo avant que Brown Lady ne disparaisse. Et c'est un chimiste, Benjamin Jones, qui va développer la pellicule en présence de Shira, qui veut prouver à quelqu'un d'extérieur que l'événement
que celui qu'ils ont vécu est bien réel. C'est en décembre de cette même année que la photo du fantôme de Rainham Hall est publiée dans le Country Live avec le récit de ce qui s'est passé, comme je viens de vous le raconter. On peut penser à un montage, néanmoins, les deux hommes ayant une forte réputation, on se demande quel intérêt ils auraient pu avoir à truquer cette photo. Des experts ayant analysé le négatif confirment qu'il n'a pas été altéré ni modifié sous quelque forme que ce soit. Quoi qu'il en soit, la photo est toujours conservée au Country Live et il s'agit de celle qui se trouve en haut ici, et je vais vous la montrer. Comment je vais faire pour vous la montrer? Attendez, je vais l'ouvrir sur mon écran. Attendez, voilà, je vais l'ouvrir sur mon écran comme ça, voilà. Et je vais vous le partager pour que vous le voyez. Partage d'écran. Sélectionner. Écran 2. Autoriser. Voilà. Non, je peux pas la zoomer plus. Voilà, donc on voit très bien les escaliers avec l'ombre qui est l'ombre blanche qui est dans l'escalier. Voilà. Hop, on arrête le partage. J'aurai d'autres photos à vous montrer après, par la suite, donc je vais le garder à disposition. Mais qui est vraiment Brown Lady? Il s'agirait de Lady Dorothy Walpole. Son père a refusé qu'elle se marie avec le second Viscount Townsend. Néanmoins, il l'épousa tout de même et après la mort de sa première femme. Mais elle était la maîtresse d'un autre homme, Lord Wharton. Et en apprenant cela, Townsend va ordonner qu'elle soit enfermée dans ses propres appartements afin que les faits ne se produisent plus. Et c'est le 29 mars 1726, à l'âge de 40 ans, qu'elle mourut. La version officielle raconte qu'elle serait morte de la variole. Mais la version officieuse dit qu'elle eut le cœur brisé et qu'on lui brisa la nuque en la faisant tomber dans l'escalier où elle apparaît d'ailleurs. Le même escalier de la photo que je vous ai montrée. La légende raconte que cette femme serait ce fameux fantôme qui hante les escaliers de Rainham Hall, recherchant ses 5 enfants qui lui furent retirés par son mari en apprenant qu'elle le trompait. Le fantôme, lui, n'a officiellement plus été revu depuis 1936. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé cette histoire intéressante. Après, j'en avais déjà parlé sur la chaîne Twitch. Il y a déjà ça longtemps. Je pense qu'il y a peut-être un an, voire plus. Et je me suis dit que c'était un bon sujet de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des sujets au niveau du paranormal, si pour vous c'est crédible ou pas. Mon briquet est mort. On va passer à la deuxième histoire, qui est le fantôme de Ipswich. Et on va commencer en tout premier. Je vais d'abord vous montrer la photo parce que
c'est important que vous la voyez d'abord. Bon, attendez, je la mets là. Celle-là, je peux l'agrandir, contrairement à l'autre. Et on va partager l'écran pour que vous puissiez... oui, autoriser. Écran, autoriser. Voilà. Alors, la photo, vous le voyez, hein, il y a des personnes dans la voiture et derrière, on dirait qu'il y a une ombre. Est-ce que c'est une photomontage? Est-ce que c'est vraiment un fantôme? On va parler de ce fantôme, mais rien ne prouve exactement que cette photo soit 100% véridique, que ce soit un fantôme que l'on voit là derrière, plutôt qu'une personne qui potentiellement pourrait être à l'arrière de cette voiture. Voilà. Et donc, la photo que je viens de vous montrer n'a rien d'extraordinaire. Hein. On y voit juste un homme au volant de sa voiture et derrière lui, on voit une dame âgée pourvue d'une paire de lunettes. Mais l'histoire est la suivante, et c'est ce qui intrigue plus d'une personne. Hein. Et ça a d'ailleurs fait le tour du monde. L'homme que l'on voit est Jim Chinery, le mari de Mabel Chinery. Et ce couple vivait à Ipswich, en Angleterre, et cette photo fut prise par Madame elle-même. Il revenait du cimetière de la ville et il venait de se recueillir sur la tombe de la mère de Mabel. Et c'est le 22 mars 1959. Le fait marquant est que Jim était alors seul dans la voiture et que le visage de cette femme derrière lui fut reconnu formellement par Mabel comme étant celui de sa propre mère. Et pourtant, sa propre mère était bien décédée puisque ils venaient d'aller se recueillir sur sa tombe. Le témoignage de Mabel était sans équivoque quant au moment où cette photo fut prise. Elle n'avait vu personne d'autre que son mari dans l'objectif de son appareil au moment où elle a fait la photo, et c'est lors du développement que le second visage fut mis à jour. De plus, Jim va affirmer que sa belle-mère avait pour habitude de toujours s'installer à cette place-là lorsqu'elle montait dans cette voiture. La photo fut publiée dans le Sunday Pictorial, ce qui fit sa renommée, et des experts se penchèrent dessus afin de vérifier l'authenticité du cliché. Il fut finalement avéré qu'il ne s'agissait pas d'une photo truquée, et un chercheur en parapsychologie va même affirmer: il semble qu'il n'y ait pas d'explication naturelle à cette remarquable photographie. Aujourd'hui, cette mystérieuse photo n'a toujours pas livré ses secrets. Elle fait pourtant partie des clichés les plus étudiés à ce jour. A-t-elle pu être antidatée de sorte qu'elle ait été prise alors que la mère de Mabel était encore en vie? Ou bien, est-ce que c'est un signe tangible qu'une vie existe bien après la mort? Une histoire bien intrigante, je vous l'accorde. L'histoire dont nous allons parler maintenant, il s'agit de celle de Annabelle. Je l'ai synthétisée grandement parce que je sais que beaucoup de mes confrères en ont parlé. Et du coup, je ne jugeais pas opportun d'en faire toute une histoire, mais je voulais quand même m'attarder sur l'histoire en elle-même. Chucky n'est pas la seule poupée sortie d'un film d'horreur à être adaptée d'une histoire réelle. Il y en a une autre, pratiquement tout aussi connue, et il s'agit donc de celle d'Annabelle, la poupée du film
du même nom, sorti le 8 octobre 2014, soit il y a 11 ans maintenant. Ce film relate les prémices d'une histoire réelle vécue par les célèbres enquêteurs américains Ed Warren, qui était démonologue, et de sa femme Lorraine, qui était médium. Ils étaient tous les deux auteurs de nombreux ouvrages, mais commençons d'abord par le synopsis du film, parce que là, on va parler du film en lui-même. Le film, dont Lorraine Warren fut consultante, met donc en scène un couple, Mia et John forment un couple tranquille. Ce dernier trouve une poupée vêtue d'une belle robe de mariée et décide de l'offrir à sa femme, qui évidemment accepte cette poupée. Elle est ravie, d'ailleurs. Peu de temps après, une secte satanique s'en prend à eux en pleine nuit, les agressant sauvagement. En faisant couler le sang du couple, la secte éveille ainsi l'âme d'un démon terrifiant qui commettra bien des crimes. Bien sûr, ce film a été très controversé, mais dites-vous que même si il y a des choses qui ont été rajoutées, il y a toujours un fond de réalité dans les histoires, forcément. Alors de là à dire que la poupée est en prise par un démon, etc., ça, je vous l'accorde, ça peut être un peu gros, même si ils ont quand même vécu des choses qui sont interpellantes, parce que, d'ailleurs, vous le savez, il y a pas si longtemps que ça, il y a encore un enquêteur du paranormal qui est décédé alors qu'il voyageait avec cette poupée. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut dresser un lien entre ça? Est-ce que cette poupée porte malheur? Comment être sûr? La véritable histoire se passe en 1970 et deux jeunes élèves infirmières partent pour le Connecticut afin de continuer leur histoire en colocation, à savoir Angie et Donna. Cette dernière se fait offrir une poupée de la marque Raggedy Ann par sa maman, et ce fut le début des problèmes. Rapidement, les deux étudiantes vont se rendre compte que la poupée changeait de position toute seule, et au fil du temps, celle-ci se mit à se déplacer en l'absence des colocataires, si bien que du lit dans la chambre du matin, elle pouvait se retrouver sur une chaise dans la cuisine le soir. Donc elle se baladait tranquillement dans la maison. Un mois après avoir reçu cette poupée, Donna va commencer à trouver des petits mots éparpillés dans l'appartement. Elle montre ses messages c'est au petit ami d'Angie, donc Lou, qui lui répondit qu'il ne pouvait provenir que de la poupée. Lou croyait dur comme fer au surnaturel, contrairement à Donna et Angie, qui préféraient croire qu'il s'agissait d'une plaisanterie, voire c'était peut-être même lui qui avait dressé cette plaisanterie. C'est alors qu'ils vont faire des pièges, qu'ils vont placer sous la fenêtre et les portes, par exemple, de la farine, pour voir si la poupée se déplaçait durant la journée, s'il y avait des signes d'effraction, sans signes d'effraction, si elle se déplaçait et qu'on retrouvait des traces, c'était bizarre. Nona va aussi retrouver la poupée tachée de sang dans le dos et sur la poitrine. Elle va contacter une médium afin de lui parler donc de cette poupée. Et celle-ci va affirmer que cette poupée contenait l'âme d'une petite fille du nom d'Annabelle Higgins. Cette petite fille a été retrouvée morte dans un champ à l'endroit même
où la colocation de Donna et Angie avait été bâtie et Annabelle demandait probablement de l'aide à travers cette poupée car la construction l'empêchait de jouer. Alors que Lou, lui, va suggérer de se débarrasser de la poupée, Donna va refuser et qu'elle ne veut pas se débarrasser de l'âme d'une petite fille décédée. La poupée ne va pas du tout aimer ce que Lou voulait faire et il va s'en prendre à lui le jour même en l'étouffant pendant son sommeil. Heureusement pour lui, il va se réveiller au matin et il crut qu'il n'avait fait qu'un mauvais rêve. Mais il va quand même en parler à Angie et à Donna. La poupée l'agressera une seconde fois chez Donna et Angie alors qu'il y est présent avec cette dernière. Il s'en sortira indemne, mais il avait 7 traces de griffures sur le torse. Les 2 étudiantes prirent ensuite contact avec un prêtre, le père Egan, qui relata l'histoire à son supérieur, le père Cook. C'est lui qui prit ensuite contact avec Ed et Lorraine Warren, dont on parlait tout à l'heure. Les époux Warren découvrirent rapidement qu'Annabelle, cette petite fille dont l'âme était soi-disant enfermée dans la poupée, n'avait jamais existé. Ils se mirent à penser que ce ne pouvait qu'être l'œuvre d'un démon qui se renforça excusez-moi, au fur et à mesure que les 2 étudiantes prêtaient attention à cette poupée, comme si elle leur demandait de s'occuper encore plus d'elle. Et elles vont aussi trouver plein de messages qui sont mystérieux. La médium qu'elles avaient fait venir auparavant avait renforcé la présence du démon, autorisant celle-ci à prendre pleinement possession de la poupée. Oui, puisqu'elle avait autorisé la petite fille, soi-disant, à prendre possession complètement des lieux. Les Warren chargèrent le père Cook d'exorciser les lieux, sentant que le démon était bien présent, et les Warren emportèrent ensuite la poupée avec eux et le trajet se passa très mal. Les freins ne répondirent plus, manquant d'engendrer un accident pour le couple. Ed prit la décision de bénir immédiatement la poupée et arrêta sa voiture pour le faire. Il eut plus de difficultés pour conduire après cela. Donc en fait, à partir du moment où il a fait la purification, ça s'est arrêté. Dans les temps qui suivirent, les Warren furent témoins de scènes de lévitation, de déplacement de la part de la poupée. Un chat noir fit même son apparition à ses côtés et des grognements se faisaient entendre dans la maison. Un prêtre, le père Bradford, leur rendit visite un jour et devant l'histoire racontée par Ed au sujet de la poupée, il prit celle-ci et lui intima l'ordre de rester ce qu'elle était, à savoir une poupée de chiffon ne pouvant plus faire de mal à personne. Sur le chemin de son retour, sa voiture fit une embardée qui faillit le tuer. Heureusement, il va s'en sortir. Quand il va retourner à la maison des Warren, alors que ceux-ci donnaient une réception, il va discuter en tête-à-tête avec Lorraine dans une pièce à part en présence de cette poupée. Et ils furent témoins de l'explosion d'un collier de dents de sanglier qui décorait l'un des murs. Une photo fut prise ce soir-là et montrant à son développement qu'au-dessus de la poupée se trouvaient 2 points lumineux pointant le père Bradford. Par la suite, alors qu'un détective de police était présent dans la maison, les Warren, pour travailler avec Ed sur une affaire de meurtre, Ed va
le laisser seul. Donc, ils vont laisser le détective seul. Le détective va quitter précipitamment la maison quelques secondes plus tard en hurlant que la poupée, alors présente dans la pièce, était vivante. Suite à cette nouvelle mésaventure en rapport avec la poupée, les Warren vont donc décider de l'enfermer dans une vitrine en verre surplombée d'un crucifix et fermée à double tour. Chaque matin, un prêtre revient afin de bénir la pièce. On peut rendre visite à la poupée qui se trouve dans le musée occulte des Warren. Cependant, ce n'est pas elle qui vous encouragera à la regarder dans les yeux, se refusant elle-même de le faire parce que Lorraine, à cette époque-là, paix et son âme parce qu'elle n'est plus aujourd'hui, refusait absolument de regarder la poupée dans les yeux. Donc voilà, ça c'était l'histoire d'Annabelle. J'espère que le contenu de cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et moi, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.